Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans votre nouvelle émission, l'émission qui promeut l'innovation dans le domaine de la technologie, de l'information et de la communication, de l'intelligence artificielle, de la digitalisation et l'entrepreneuriat, qui seront entre autres points forts que nous comptons vous proposer dans notre émission aux éditeurs et aux acteurs du TIC, une émission que je vais co-animer avec Lamine Mbouch du service technique de la radio Sud FM. Bonjour Lamine Mbouch. Bonjour, monsieur Mané. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Pour ce premier numéro, nous allons aborder avec plaisir avec notre invité. Il s'agit de Abdoulaye Niass. Bonjour Abdoulaye. Bonjour Moulaben. Je rappelle que vous êtes journaliste de profession, doctorant en sciences de l'information et de la communication et chercheur dans les modèles socio-économiques des médias. D'abord, faisons focus sur quelques statistiques concernant la pénétration d'Internet au Sénégal. Statistiques selon le rapport récent de We Are Social, une agence créative dans le digital datant de janvier 2024 au Sénégal. Au début de l'année 2024, selon ces statistiques, il y a un peu plus de 10 millions d'utilisateurs d'Internet, alors que la pénétration d'Internet s'élève à 60%, toujours au Sénégal, qui compte un peu plus de 3 millions d'utilisateurs des réseaux sociaux en janvier 2024, soit 20% de la population totale, entre autres statistiques. Déjà, quelle appréciation faites-vous de ces statistiques? D'abord, il faut reconnaître qu'il y a plusieurs sources de statistiques sur la consommation d'Internet au Sénégal. Rappelons qu'il y a officiellement les chiffres de l'ARTP qui publie chaque année aussi, chaque trimestre, les usages de l'Internet, etc. Mais ce qui frappe dans les statistiques toujours, c'est que le taux de pénétration dépasse largement le nombre d'usagers au Sénégal. On est dans une population de 18 millions d'habitants, mais on va vous dire qu'il y a 20 millions de personnes qui se sont connectées, etc. Donc, cela s'explique par le multi-usage des technologies. C'est-à-dire que vous voyez une personne qui, au lieu de posséder un seul smartphone, en a plusieurs. Et tout cela maintenant, c'est assez complexe, assez compliqué pour mesurer le nombre réel de connexions au Sénégal, parce qu'à cause de ce multi-usage. Donc, ce que l'on mesure, est-ce que c'est le nombre d'usagers ou bien est-ce que c'est le nombre de connexions? Donc, il y a beaucoup de confusion autour de l'usage de l'Internet au Sénégal. C'est la principale particularité, la principale difficulté quand on fait des recherches dans ce domaine. Par rapport aux Par statistiques. rapport aux statistiques. Mais c'est vrai que aussi au Sénégal, le Sénégal est en avance par rapport aux autres pays de la sous-région, par exemple. Cela fait que le Sénégal, les technologies sont effectivement bien en avant. Les infrastructures de télécommunication sont en avance et en fonction de la concurrence, etc. Chaque jour, vous voyez les opérateurs proposer des promotions. À chaque fois, il y a une baisse des tarifs qui favorise aussi cet usage massif des technologies numériques. Avant d'aborder une des thématiques de cette émission, d'abord, à votre niveau, Lamine Mbodj, quelle appréciation faites-vous de ces statistiques? Oui, comme M. Niass vient de le dire, hein, les statistiques sont entre autres données par plusieurs organes. Et donc, leur fiabilité aussi, il faut faire attention par rapport à ça. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce que nous faisons se portera, Inch'Allah, sur les statistiques qu'on a données. Donc, c'est un peu ça par rapport à l'intervention que je voulais. Quel que soit le doute qu'on peut avoir de leur fiabilité. Oui, c'est un peu ça. D'abord, entrons dans d'autres thématiques. D'abord, nous allons parler de la digitalisation et du numérique. À votre niveau, M. Niass, qu'est-ce que cela veut dire, la digitalisation? Ça renvoie à quoi? Alors, la digitalisation, c'est un terme anglais. Hein? C'est un terme anglais qui vient de digital. Digitalisation, c'est un processus, une transition qui part d'une pratique ou bien d'un système ancien vers un nouveau système numérisé. Par exemple, l'usage du papier dans les entreprises. Vous voyez que des gens qui utilisaient pratiquement le papier, etc., vont chercher à dématérialiser pour numériser, utiliser seulement le numérique. Et c'est ce processus-là qu'on appelle digitalisation. Et c'est en vogue dans la société. Hein.
depuis pratiquement quelques années, depuis les années 2000, vous voyez que dans tous les secteurs d'activité, on parle de digitalisation, de dématérialisation. C'est-à-dire que ce changement de processus qui part d'un système ancien vers un nouveau système qui sera complètement numérisé. L'usage de papier, par exemple, comme j'ai donné comme l'exemple que je viens de donner tout à l'heure, pour maintenant passer à complètement aux usages plus numérisés, quoi. C'est ce processus-là qu'on appelle digitalisation. Il y a d'autres qui parlent de dématérialisation même, en fait. C'est-à-dire qu'on passe Il y a plusieurs voilà, il y a plusieurs appellations. On parle de dématérialisation, certains parlent de transformation digitale. Donc, c'est tout cela pour juste qualifier ce même phénomène de, de passage d'un système physique vers un système plutôt numérique. Lamine Boit, vous qui êtes un acteur de l'informatique, quelle peut-être lecture faites-vous de ce qu'on appelle la digitalisation? La définition. Donc, c'est une conversion, hein, c'est une conversion d'informations provenant des images, texte, audio ou vidéo ou un signal électrique en signaux numériques. C'est simplement ça. C'est ça la définition technique qu'on peut apporter. Donc, à travers cette définition technique, est-ce que peut-être cette définition se rapporte aux réalités, peut-être aux spécificités entre des domaines selon les domaines? Par exemple, au niveau de la technique, est-ce que vous parlez de la digitalisation, par exemple? Qu'est-ce qu'on peut comprendre, nous, peut-être citoyens lambda qui n'ont pas peut-être assez de niveau par rapport à ça? Oui, comme je viens de vous dire, hein, c'est en termes simples, des signaux électriques pour la plupart qu'on convertit en signaux numériques, analogiques vers le numérique. Et donc, pour un exemple palpable, c'est-à-dire aujourd'hui, on utilisait dans les bureaux et dans le secteur professionnel beaucoup de papier, donc et l'encre. Maintenant, à l'heure de la digitalisation, on parle de dématérialisation, comme vient de le dire M. Niasse. Et donc, il s'agira d'utiliser les ordinateurs, les smartphones et tout support numérique pour pouvoir réussir cette transition vers le numérique. Voilà, c'est ça. Et le plus souvent, quand on nous parle de digitalisation, à côté, on parle aussi du numérique. Y a-t-il un lien entre les deux ou bien y a-t-il des différences? Oui, la différence se situe seulement au niveau de la langue, peut-être. Quand on dit digitalisation, digital, c'est un terme anglais et numérique, c'est un terme français. Je pense que, bon, dans des pays comme le Canada, par exemple, on ne parlerait pas de digitalisation. C'est des pays, le Québec, je veux dire quoi, en fait, le Québec qui rejette toute forme d'anglicisme, etc. Eux, ils préfèrent utiliser des termes français. Donc, numérique, ça renvoie au français. Mais souvent, c'est des termes qui se rapprochent, hein. Souvent, quand on parle de numérique, ça renvoie à l'ensemble des outils technologiques aujourd'hui qui sont utilisés. On parle de le numérique, vous voyez, souvent, c'est ce que les gens disent. Le numérique, quand on parle de numérique, ça renvoie aux technologies, aux outils, etc. Alors que digitalisation, comme je viens de le dire, c'est le processus de transformation ou de passage d'un système physique, etc., à un système plutôt numérisé. Donc, c'est la différence. Il y a une petite nuance, mais la nuance n'est pas aussi importante que ça, parce que ça se situe juste au niveau de la langue. C'est le languicisme qu'on a transféré au français. À votre niveau, est-ce que vous décelez aussi parfois des différences ou bien il y a des convergences? Il n'y a pas trop de différence, sinon sur les mots, ouais. Effectivement, donc pratiquement les mots sont utilisés pour essayer de qualifier ce qu'on compte appeler. Et par exemple, par rapport à l'utilisation du digital, on voit ça de plus en plus dans les entreprises, dans les différents secteurs d'activité. Est-ce qu'aujourd'hui, l'utilisation du digital est-il nécessaire aussi dans certaines entreprises? Dans certaines entreprises, oui, parce qu'aujourd'hui, Comme par exemple à la presse. dans la presse, oui, dans la presse comme dans plusieurs secteurs, hein. Aujourd'hui, les enjeux de la dématérialisation, c'est-à-dire qu'utiliser le numérique pour passer de ce système qu'on utilisait, etc. Parce que le numérique, il faut penser que ça donne une image de modernité, en fait.
Quand vous voyez une entreprise très performante dans le terme numérique, etc., on dit que c'est une entreprise moderne. Donc, c'est cette image-là que renvoie l'Internet, les outils technologiques, etc., etc. Donc, ceux qui les utilisent, les appliquent mieux, on dit qu'ils sont dans leur temps, ils les utilisent, etc. Donc, pour venir à votre question, ça veut dire que c'est bon. Ceux qui disent que c'est nécessaire ou c'est utile, c'est parce qu'ils ont fait des études et ils se sont rendus compte que le numérique a des avantages. C'est-à-dire que les systèmes ou bien des processus de production qui étaient beaucoup plus complexes, beaucoup plus pénibles, le numérique peut permettre de les simplifier. Et cette simplification peut permettre de gagner en efficacité dans le système de production, mais également de réduction de coûts. Par exemple, vous produisez dans un système avec des machines, etc., ou bien vous employez beaucoup de personnes qui, dans le système de production, dans la chaîne de production, font des tâches répétitives, etc. Une digitalisation, par exemple, en remplaçant cela par un robot ou bien quelque chose, un autre outil numérique, peut permettre de simplifier la tâche. Et puis, les tâches répétitives peuvent être ennuyeuses et avoir des impacts sur la santé des employés. Or, si c'est un robot n'est jamais fatigué. Il peut être plus efficace, il peut avoir un volume de production beaucoup plus important. Donc, c'est en fonction des secteurs en fait, qu'on peut bien apprécier si, effectivement, ça a une utilité. Vous avez cité le secteur de la presse. La presse, hier, produisait peut-être, si aujourd'hui on prend le système audiovisuel, les images, comme l'a dit M. Mbouch tout à l'heure, les images étaient analogiques. Aujourd'hui, c'est numérique. Si vous numérisez le son, le signal, etc., ça peut permettre un meilleur transport, un meilleur partage, plus rapide, plus efficace. Aujourd'hui, si vous prenez la presse, avec la presse en ligne, etc., les gens, peut-être pour distribuer une information de Dakar à Ziguinchor, c'était un peu plus compliqué, le système de transport, etc., le journal. Aujourd'hui, vous numérisez le journal, le PDF est bouclé. Tout de suite, le lecteur de Ziguinchor peut le recevoir. Donc, ce sont ces termes, ces exemples de gains qui pensent en fonction des secteurs, l'aspect pragmatique, la rapidité, l'efficacité et surtout la réduction du coût qui fait que le numérique est souvent avantageux. L'utilité peut-être du numérique dans certaines entreprises. Est-ce que vous voyez ça réellement comme Bon, je commence un impact? par vous dire que celui qui ne sait pas utiliser le numérique est un analphabète. On est dans un monde où, voilà, on parle de smart city, les villes connectées et tout. Pour manger, il faut taper sur les smartphones, les supports numériques. Pour payer, il faut utiliser un support numérique. Pour avoir un papier état civil et tout. Donc, tout est dématérialisé. Maintenant, l'utilité au sein des entreprises de presse plus particulièrement, on voit que de nos jours, vous ne pouvez pas travailler sur les papiers seulement. Vous avez besoin d'ordinateurs pour le montage de vos reportages. Vous avez besoin de tirer pour l'utilisation au niveau du journal. Donc, c'est quelque chose d'incontournable. On ne peut pas se passer du numérique. C'est le monde moderne, donc il faut s'adapter, il faut suivre, sinon, voilà, on va te laisser en rade. Donc, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que c'est un enjeu fondamental pour rester dans la compétitivité, surtout dans des entreprises? Bien sûr, parce que, par exemple, si on s'intéresse au financement des médias, aujourd'hui, on se rend compte que de plus en plus, les annonceurs migrent vers la publicité en ligne, vers la publicité en ligne et les réseaux sociaux qui captent l'essentiel, Facebook, Google, etc., qui captent l'essentiel aujourd'hui des recettes publicitaires. Et là, c'est parce que c'est numérique. C'est la publicité numérique. Donc, comme il a dit, il faut s'adapter dans ce contexte-là. Et puis, les médias traditionnels ont perdu essentiellement beaucoup de ressources à cause de cette digitalisation. Les gens préfèrent aujourd'hui aller faire de la publicité sur les réseaux sociaux ou bien sur la presse en ligne parce que ça permet de toucher beaucoup plus de personnes et avec des coûts assez réduits.
Est-ce que vous avez peut-être cette même appréciation, comme quoi que c'est devenu aujourd'hui un enjeu fondamental, surtout dans la quête de la compétitivité chez les entreprises? Ouais, comme je viens de le dire tout à l'heure, hein, on va te laisser derrière si tu ne suis pas. Parce que voilà, tout se fait sur la base du digital. Digital. Et donc, pour suivre, pour se mettre au même niveau que les autres. Et voilà. Et même, on a oublié un aspect hein, important parce que on a juste évoqué la partie utilisation de l'outil. Par contre, on peut même gagner de l'argent hein, avec la digitalisation. Ouais. Ça peut concerner les chaînes YouTube que les gens créent. Il s'agit de mettre du contenu Énormément. et même de monétiser des contenus. Dans tous les réseaux sociaux, hein, on peut gagner de l'argent à travers la digitalisation. Donc, on voit même des personnes lambda donc, qui utilisent YouTube et qui sont devenus, il y a de nouveaux profils qui sont nés. Hein, Un peu des influenceurs. les influenceurs, il y a les créateurs digitaux, Contenu, oui. donc de contenu et tout. Donc, tout ça, c'est des aspects qui font que, voilà, on est dans un monde qui tourne autour du numérique. Donc, c'est quelque chose d'indispensable. Effectivement, cette utilisation est... Bon, si j'avais... Oui, sur la compétitivité, ça peut être apprécié selon deux facteurs en fait. Dans la production, par exemple, quand vous allez produire, vous allez faire en sorte que vous produisez de façon en maîtrisant les coûts, de façon moins coûteuse en fait. Ensuite, parce que si vous produisez, par exemple, dans la compétitivité internationale, si vous produisez avec d'autres personnes, par exemple, vous produisez à des coûts exorbitants, vous ne parviendrez pas à vendre sur le marché. Parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui utilisent des techniques plus efficaces pour produire à des coûts moindres, qui vont ensuite vendre à des prix inférieurs parce que vous avez supporté des coûts peut-être assez exorbitants qui ne vous permettent pas de fixer un prix compétitif. Donc, le numérique appliqué peut permettre de produire à des coûts bas. Bon. Parce que si vous produisez à des coûts bas, vous pouvez être compétitif sur le marché international en vendant à des prix qui ne dépassent pas en fait le pouvoir d'achat de vos clients. Ensuite, l'autre aspect, c'est l'efficacité dans la production, en fait. Comme je l'ai dit, au lieu d'employer plusieurs personnes, plusieurs denrées, etc., si vous investissez, vous avez plusieurs machines automatisées, le processus de production est automatisé, ça peut vous permettre de gagner en productivité et en conséquence, à la fin de la production, d'avoir des produits sur lesquels vous n'avez pas beaucoup dépensé. Donc, ça vous permet d'aller sur le marché avec des prix assez compétitifs. Donc, c'est le numérique aussi qui permet cela. Effectivement, et merci pour ces éclairages. Concernant toujours cette digitalisation, on constate qu'aujourd'hui, pratiquement, beaucoup d'utilisateurs sont sur les réseaux sociaux, se lancent dans cette digitalisation, mais qui n'est pas sans conséquences. On voit que les gens sont beaucoup exposés aussi à la cybercriminalité, entre autres, on voit ça en ligne. Donc, raison pour laquelle on prétexte pour aborder cette thématique de la cybercriminalité. D'abord, tout le temps, on entend cybercriminalité. Il est convoqué à la cybercriminalité, entre autres. Qu'est-ce que ça signifie quoi, la cybercriminalité? Alors, la cybercriminalité, d'abord, le mot, c'est un mot composé. On a cyber et on a criminalité. Cyber, c'est un mot composé. Cyber, ça vient de cybernétique. Hein. Cybernétique, ça renvoie à l'ensemble des technologies. Aujourd'hui, l'espace, on parle de cyberespace, cybercriminalité, cybersécurité, cyberdéfense. Donc, tout ce qui renvoie à cet univers invisible et virtuel, en fait, des outils technologiques qu'on appelle cyber. Ensuite, criminalité, c'est-à-dire que dans cet espace-là, il y a des gens qui s'adonnent peut-être à des actes criminels. Criminalité, ça renvoie peut-être à toutes les infractions, tous les actes illégaux qui sont réalisés ou qui sont effectués
par des personnes malveillantes, quoi, en fait. Il y a beaucoup d'exemples, peut-être, je pense qu'on y reviendra. Mais cybercriminalité, il faut retenir que c'est un mot composé qui vient de cybernétique, qui renvoie à cet espace virtuel, etc., à l'usage des technologies et de la criminalité. Lamine Butch, cybercriminalité, on sait peut-être la définition de façon un peu globale. À votre niveau, qu'est-ce que vous pouvez encore peut-être ajouter par rapport à ce qu'il vient de dire? Bon, Y a-t-il une particularité quand on parle de la cybercriminalité? oui, c'est un terme général, hein, comme l'a si bien expliqué M. Niasse, et donc qui décrit un peu l'activité criminelle que mènent les cybercriminels. On les appelle les cybercriminels, quoi. Et ce sont des gens qui utilisent le support informatique, la nouvelle technologie, pour mener des actions criminelles. Ça peut être un piratage de réseaux informatiques, un ransomware, comme on le dit, et donc beaucoup d'autres termes qu'on peut utiliser ici pour décrire la cybercriminalité. Mais pour être bref, c'est une activité criminelle que mènent certains qui utilisent cette opportunité qui est la technologie pour faire du mal, pour faire le banditisme moderne. Voilà. Effectivement, est-ce qu'on peut avoir quelques exemples par rapport à la cybercriminalité? Oui, moi je viens de citer un. Par exemple, le ransomware. Par exemple, il y a des gens qui peuvent vous envoyer, qui peuvent crypter en fait l'usage, qui peuvent intégrer votre système informatique et crypter certaines données, vous empêcher d'y accéder et vous demander de l'argent. Ransomware, ça renvoie à rançon. Ils vous demandent une rançon pour maintenant débloquer. Voilà, comme par exemple, vous avez un document important dans votre système. Ils essaient d'intégrer ce système-là et de le crypter. Ensuite, ils vous demandent de l'argent pour décrypter pour que vous puissiez accéder. Donc, il y a ce système-là. Il y a ce qu'on appelle aussi les malwares. Malware aussi, ça s'apparente un peu au ransomware. Le malware, c'est un logiciel qui va permettre aussi de pénétrer un système pour le détruire ou bien pour ensuite... bon, il y a beaucoup d'exemples. Neutraliser les données. Etc. Il y en a énormément. Il y a le phishing aussi. Le phishing, c'est très populaire. Ça ne vous aide pas pour les gens qui n'ont pas peut-être ce jargon un peu. C'est une technique qui permet en fait de récupérer des mots de passe, des informations personnelles en général. Donc voilà, pour les utiliser à des fins, comme il l'a si bien expliqué, donc personnelles. Voilà. Qu'est-ce que ça représente pour nous, les utilisateurs des réseaux sociaux, nous qui s'activent dans la digitalisation, entre autres? Est-ce que ça présente, au regard de ce que vous venez de dire, ces exemples, est-ce que ça présente une menace d'être dans la digitalisation, d'être sur les réseaux sociaux? Bien sûr, nous sommes tous menacés. C'est comme le monde réel, en fait. Quand vous sortez, vous remarquez que vous pouvez être intercepté par des agresseurs, etc. Je ne me sais pas. Mais quand on est utilisateur, qu'on est dans cet espace, on est forcément exposé à ces criminels-là qui sont très bien outillés pour pouvoir regarder où se trouvent les failles. Et ce qui se fait, c'est qu'il y a beaucoup d'usagers aussi qui ne sont pas conscients de ces menaces-là, de ces risques, de ces dangers-là, en fait. Et c'est extrêmement compliqué. Donc, il faut faire plus de sensibilisation, plus d'éducation, parce que même si vous utilisez les réseaux sociaux ou bien vous avez une adresse email, tous les jours, vous recevez des messages avec des liens sur lesquels, quand vous cliquez, peut-être que vous pourrez automatiquement perdre votre mot de passe. Ils peuvent récupérer toutes vos données. Mais dans la cybercriminalité aussi, ce qu'on oublie, c'est que c'est surtout les données personnelles. Il y a quelqu'un qui peut intégrer votre système, récupérer votre mot de passe et ou bien vos données bancaires pour aller ensuite se faire passer pour vous. Donc, il y a le vol d'identité, le vol de données personnelles, etc. Donc, tout ça, ce sont des formes de cybercriminalité. Mais bon, aujourd'hui, vous voyez l'actualité au Sénégal, il y a des personnes qui sont arrêtées. Qui les a arrêtés, c'était la section cybercriminelle. Effectivement, nous allons aborder l'aspect prévention et de la prévention à la cybercriminalité. À votre niveau aussi, est-ce qu'aujourd'hui, on a de quoi avoir peur? Mais bien Quand on est sur les réseaux sociaux. Bien sûr, on est trop exposé même. Bon, pour ne pas aller
à l'étape de solution évaluatoire et oui, à la prévention. Je peux vous donner un exemple de cybercriminalité. Il s'agira de donner l'exemple de peut-être d'une image qu'on a postée ou envoyée sur un réseau social comme Facebook, et donc de caractère des fois pornographique. Les gens cliquent dessus alors que derrière cette image, c'est un algorithme qui permet de récupérer des informations, qui permet entre autres aux pirates qui est quelque part dans le monde de pouvoir monopoliser, avoir un contrôle total de ton dispositif ou même de ton compte Facebook, et voilà, passer à l'étape suivante qui est voilà l'objet qui a poussé à la personne à vouloir pirater ou récupérer des informations qui vont permettre à la personne de mener à bien son attaque. Donc, c'est des types d'exemples qui existent et voilà, qui peuvent vraiment nuire à la personne si elle ne fait pas attention à l'utilisation du réseau social ou même en général d'outils informatiques. Donc, voilà. On voit que apparemment les utilisateurs sont très, très exposés par rapport à ces menaces-là. Peut-être en tant qu'utilisateur, en tant que quelqu'un qui navigue sur ces réseaux sociaux, comment éviter ces cas de situation? C'est assez compliqué parce que Comment prévenir toutes ces situations? tous les jours, comme j'avais dit tantôt, tous les jours, on voit, peut-être parmi les exemples qu'on peut citer aussi, c'est la violation de la vie privée des gens. Au Sénégal, vous savez, il y a un célèbre influenceur sur TikTok qui se permet souvent de publier des images intimes de personnes. Vous savez de qui je parle, je pense. C'est Marine pour ne pas lui donner beaucoup d'importance. Voilà, c'est ça. Donc, ça peut être une réputation à la vie privée, à la réputation, une atteinte à la réputation des personnes. Ça peut détruire toute une vie, en fait. Donc, l'impact peut être colossal, en fait, sur la vie des gens. Alors, ce qu'il faut faire, c'est la sensibilisation des usagers. Leur dire que, voilà, quand vous utilisez Internet, il y a de bonnes pratiques, il faut faire ceci, il faut une réelle sensibilisation, un état d'esprit. Mais cette sensibilisation, par exemple, la cible, par exemple, moi qui suis, par exemple, d'une zone très reculée, mais parfois je navigue sur ces réseaux sociaux-là. J'ai pas peut-être l'occasion tout le temps d'écouter des spécialistes, d'avoir peut-être le conseil de quelqu'un. Et comment je dois faire pour éviter de s'exposer sur ces gens? De s'exposer. En fait, tout le monde est exposé, hein. Même si on est sensibilisé aussi, on peut tomber tout à fait dans le piège. Mais aujourd'hui, il y a de bonnes pratiques, ce qu'on appelle de bonnes pratiques qu'il faut davantage promouvoir. Lesquels? Par exemple, quand vous avez une adresse email, est-ce que vous avez une authentification à 2 facteurs, ce qu'on appelle l'authentification à 2 facteurs? Est-ce que vous l'avez appliquée sur votre adresse email ou bien pour accéder à votre boîte email ou bien sur l'usage de votre réseau social, par exemple sur Facebook? Donc, toutes ces bonnes pratiques-là, l'authentification à deux facteurs, c'est quoi? C'est-à-dire qu'en fait, vous avez défini un mot de passe d'accès pour accéder à votre email ou bien à votre compte Facebook. Facebook va vous demander maintenant de lui donner le numéro de téléphone, votre numéro de téléphone. De sorte que même si pour accéder à votre compte, il ne suffit plus de saisir uniquement le mot de passe, mais il va vous envoyer un code pour s'assurer que c'est vous-même, c'est votre numéro, c'est votre téléphone. Donc, non seulement ça se base sur quelque chose que vous avez renseigné, le mot de passe, mais quelque chose que vous possédez. Donc, l'authentification à 2 facteurs peut se faire à partir de votre smartphone, peut se faire à partir d'une clé USB. Bien, il y a énormément la détection de votre face, accéder à des smartphones, etc. Donc, la cybercriminalité, c'est parce que c'est un problème que les techniciens, les spécialistes, les entreprises commencent à bien prendre en compte, à bien prendre en charge ce phénomène-là. Donc, il y a énormément tous les jours, même des entreprises qui sont très bien sophistiquées, qui sont très bien puissantes, sont victimes de cybercriminalité. Il y a ce qu'on appelle le hacking. Souvent, des entreprises comme Facebook
après avoir testé leur système, vont demander à des hackers d'essayer d'attaquer pour voir si le système est robuste ou pas. Il y a des hackers qui arrivent, ils sont récompensés, etc. Donc, il n'y a jamais de sécurité. Parfois, ils s'identifient, bien sûr, parce qu'il y a ce qu'on appelle le hacking éthique. Donc, ces gens-là, leur travail, c'est juste de tester le système informatique pour voir si c'est fiable, etc. Ils prennent ça souvent comme des défis, des challenges. Je vais attaquer tel système pour voir, bon, peut-être. Mais c'est un phénomène assez éthique. Effectivement, par rapport à ça, peut-être, comment nous, comme je l'ai bien dit, nous qui sommes par exemple de certaines zones, n'ont pas peut-être eu la chance d'avoir tout le temps ces conseils, entre autres, d'avoir peut-être un certain niveau de compréhension de certains enjeux et quand on est exposé, comment faire? Déjà, le fait de mettre en place cette émission, pour moi, est un bon signal pour vraiment éviter ou même combattre ce phénomène. Et d'une manière générale, il y a j'allais dire, les responsabilités sont partagées. D'abord, c'est la responsabilité de l'État, de l'opérateur. Ensuite, si c'est une entreprise, bien sûr, c'est la personne à qui on a confié le système informatique ou les systèmes d'information. Et donc, pour ce cas-là, bon, la question n'est pas adressée aux entreprises, bien sûr. Vous avez parlé de votre cas et même d'une manière générale, les personnes lambda qui utilisent le réseau social, par exemple. Pour donner conseil à ces gens-là, moi, je dirais que, voilà, il faut être un peu, je veux dire, prudent et aussi faire beaucoup attention à quelle image, quelle vidéo, quel site fréquenter. Parce que derrière ces images, je l'avais souligné tout à l'heure, que ce sont des algorithmes qui permettent en fait aux hackers de pouvoir récupérer vos informations. Ça peut être une carte bancaire, un mot de passe, surtout ceux qui utilisent les paiements en ligne. Donc, à travers un site ou un lien, on peut mettre des algorithmes qui permettent de récupérer des informations. Maintenant, le support à travers lequel ces transactions se font aussi, il va falloir sécuriser ces supports-là à travers un logiciel antivirus, des pare-feux et des logiciels anti-hameçonnage. Tout ça, ça existe. Faut pas se dire que voilà, c'est un outil de travail. Je suis pas dans le milieu professionnel en tant qu'étudiant, en tant que, je sais pas, un commerçant, je sais pas. On n'a pas besoin de sécuriser nos supports informatiques. C'est faux. Ça c'est au niveau peut-être individuel, au niveau des entreprises, Ouais. entre autres. À votre niveau, quelle doit être la posture de l'État par rapport à peut-être à ces menaces de cybercriminalité? La posture de l'État, déjà depuis 2008, c'est la loi. En fait, l'État du Sénégal a mis en place une loi sur la cybercriminalité depuis 2008. Ensuite, il y a la police qui a intégré aussi ce phénomène-là de cybercriminalité. À la DIC, vous avez une division qui est consacrée à la cybercriminalité. Donc, c'est ça le rôle de l'État. Aujourd'hui, il surveille tout ce qui se fait sur Internet est surveillé par la police. La police est présente pour voir. Donc, tous les jours, vous voyez des gens qui c'est des convocations. L'actualité, vous savez qu'il y a des personnes qui sont aujourd'hui arrêtées pour les Tenus, par exemple, les différents sont reconnus et puis ils n'ont pas été convoqués par la DIC, mais par la cybercriminalité. Parce qu'ils ont utilisé un système informatique, pour peut-être faire ce à quoi on les reproche, on leur reproche, quoi, en fait. Donc, le rôle de l'État, c'est la loi, c'est la police, etc., pour traduire en justice, sanctionner, c'est la sanction. Mais la sanction ne suffit pas. Il faut aussi sensibiliser. Mais souvent, bon, qu'on doit éduquer peut-être. on doit éduquer. Là, peut-être que c'est des usagers, peut-être que votre question est relative peut-être aux usagers ordinaires, quoi, etc. Parce que là, on peut dire quand même dans ces dossiers, il y a une dimension politique. Ça, il faut l'admettre. Mais pour l'usager lambda, en fait, c'est pratiquement de la sensibilisation qu'il faut faire, pas seulement de la répression. Parce qu'il y a certains qui peuvent penser que derrière leur machine, ils sont anonymes, ils peuvent s'adonner à n'importe quel... Il faut insulter, ils peuvent s'adonner, alors qu'en fait, il n'y a pas d'anonymat sur Internet, parce que l'informaticien peut
peut le confirmer. Si vous le faites, à partir des traces que vous faites, que vous laissez, en fait, tout est traçable, hein. On peut vous identifier, vous retrouver là où vous êtes pour vous traduire en justice. Lamine Boyt, vous qui s'active tout le temps sur l'informatique, à votre niveau, quelle doit être la posture de l'État par rapport à, bon, je dirais, à ces dérives, à cette cybercriminalité qui est devenue de plus en plus fréquente au niveau des réseaux sociaux? Alors, au niveau de l'État, je pense que c'est des lois contraignantes qu'ils doivent mettre En place. en place. Et Pas- donc, Oui, apparemment, les lois sont là depuis 2008, je pense. Depuis 2008, oui, là, c'est des données, je sais pas, voilà. des données, Maintenant, après, peut-être l'efficacité de l'application de ces. oui, ça aussi. Par contre, aussi, il y a, je le disais tout à l'heure, hein, qu'il y a une responsabilité qui incombe aux opérateurs, aux fournisseurs d'accès à Internet. Effectivement. Et donc, à eux déjà de mettre en place un dispositif permettant, voilà, de contrer certaines attaques, parce que celui qui utilise le modem, par exemple, d'un opérateur, et donc celui-là n'a pas vraiment le contrôle total de ce dispositif. Ça incombe un peu l'opérateur, et donc c'est à lui de mettre en place des systèmes de protection tels que les pare-feux, et donc une technique qui permet de repousser ces attaques. Et au niveau des entreprises, aussi mettre en place des côtés soft, des logiciels qui permettent vraiment de garantir un peu la sécurité, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas 100% de sécurité parlant de l'informatique ou bien de la technologie. On ne peut pas sécuriser 100% son dispositif informatique. Donc, tout le temps, il y a une once de fragilité. Non seulement il y a des mises à jour côté hacker, tu vois. Donc, c'est pourquoi même les logiciels de protection antivirus, tout le temps, ça requiert des mises à jour pour pouvoir vraiment contraindre certains, ou bien faire face à certaines attaques. Donc, c'est à peu près ce que je peux dire par rapport à cette question. Je voudrais juste ajouter que parmi les actions possibles de l'État aussi, même qui sont effectives, il y a la CDP, la Commission de protection des données personnelles. Aujourd'hui, une entreprise ne peut pas se permettre d'aller collecter librement les données personnelles. Mais peut-être qu'avant, vous pouvez porter plainte auprès de la CDP. Ou peut-être que aussi, si une entreprise a une volonté d'aller collecter des données personnelles, il va faire une déclaration d'abord. Il y a une procédure à suivre jusqu'à être certifié par la CDP pour ensuite aller faire cette collecte-là. Mais cette collecte-là, est-ce que peut-être le propriétaire de ces données-là, il n'a pas droit, oui, Donner son à avoir consentement. contre- Peut-être, en fait, peut-être que la CDP a un ensemble de dispositifs qui lui permettent. D'abord, il faut recueillir le consentement de la personne. Il y a un ensemble de procédures. Moi, je l'ai une fois fait avec la CDP. On ne peut pas se lever directement pour aller collecter des données personnelles comme des numéros, des adresses email, etc. Vous allez à la CDP, vous allez remplir des formulaires, etc. Il y a toute une enquête, hein, il y a toute une procédure assez contraignante pour en fait aller à terme avoir l'aval ou pas de la CDP pour aller collecter des données personnelles. Vous, si vous recevez des informations ou bien des messages sans avoir demandé ce qu'on appelle des spams, etc., vous avez la possibilité d'aller tous les jours, je pense que tous les mois ou bien tous les trimestres, la CDP publie son bulletin pour dire que telle ou telle entreprise a violé et mis en demeure pour avoir violé la loi sur les données personnelles. C'est assez fréquent. Donc ça aussi, ça fait partie des mesures de l'État parce que la CDP, c'est public. Par rapport à cette prévention, par rapport à ces entreprises ou bien en tout cas ces réseaux, quel doit être à leur niveau leur rôle pour vraiment protéger ces données personnelles? Parfois, on le voit, vous postez quelque chose, on vous dit par exemple le contenu, quelque chose comme ça n'est pas diffusé, quelque chose comme ça. Est-ce que à votre niveau, est-ce que vous pensez que c'est largement suffisant pour protéger Quand vous postez, par exemple, sur les réseaux sociaux, etc. Oui, pas là, peut-être que ce sont les réseaux sociaux qui définissent leurs normes aussi, hein, qui définissent leurs normes, qui vous disent que voilà, c'est telle ou telle publication viole
nos conditions, etc. Donc, c'est souvent lié à cela, ce qui arrive que souvent, quand vous publiez un contenu, il est bloqué ou effacé. Ça arrive sur Facebook, Facebook le fait, YouTube le fait, ensuite TikTok même aussi. Hein. Là, ce sont les règles qui leur sont propres, en fait, qui leur sont propres, qu'ils ont défini un ensemble de règles, un ensemble de normes pour dire que voilà, pour publier sur notre plateforme, il faut respecter un certain nombre de critères. Dans ceux qui ne respectent pas ou qui violent ces règles-là, font face à des blocages ou bien à des suppressions de contenu, de leur contenu. Lamine Mbodj, le rôle des opérateurs par rapport à cette prévention, ou à cette lutte contre Je dirais les données personnelles, plutôt la responsabilité. oui, effectivement. Et donc, quelque part, ils peuvent être responsables. S'agissant, par exemple, d'informations personnelles. Maintenant, eux aussi, ils ont leurs normes, comme vient de le dire M. Niasse, ils ont leurs normes à respecter. Et donc, quand on offre un service, il y a un contrat qui te lie avec le client. Et donc, dans ce contrat, normalement, il doit y figurer toutes les informations qui vous lient, ou bien tout le contrat qui vous lie entre le client. Et donc, des limites, il peut y avoir. Et si les deux parts savent voilà, ce qui les attend dans ce contrat, donc s'ils arrivent à respecter le part, donc voilà, je pense qu'on peut éviter que des données personnelles soient abusées ou utilisées à des fins qui dès le départ n'étaient pas convenues. Donc, ils ont une responsabilité, mais dans la plupart de ces contrats, ces cas-là figurent dans les clauses, en fait. En principe, ça se fait dans les clauses, même si peut-être parfois dans la responsabilité ou l'application de ces clauses-là, il y a parfois peut-être des défaillances ou bien des insuffisances. Toujours, on constate ce développement ou bien cet essor des réseaux sociaux, du digital, du numérique aujourd'hui. Certains nous parlent même de l'intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle, tout le temps, on l'entend. Ça veut dire quoi, l'intelligence artificielle, aux côtés de l'innovation où on parle aussi du numérique entre. C'est quoi l'intelligence artificielle? Oui, l'intelligence artificielle, c'est aujourd'hui ce qu'on appelle le must, quoi. C'est le high level, quoi. Aujourd'hui, c'est ce qui fait, ce qui est en vogue, quoi, dans le système informatique, dans le milieu informatique. Alors, l'intelligence artificielle, comme son nom l'indique, c'est une intelligence artificielle. En fait, il y a une intelligence qui n'est pas artificielle, mais qui est naturelle, humaine. Alors, c'est cette intelligence humaine-là que l'on cherche à transposer sur une machine. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est une branche de l'informatique qui cherche à simuler les fonctions cognitives, la connaissance, quoi, les fonctions cognitives de l'humain sur une machine, en fait, pour lui permettre de réagir, de penser, d'avoir les fonctions cognitives, quoi, penser, réfléchir, apprendre, etc., comme le fait un être humain. Et ce qui a propulsé l'intelligence artificielle ces dernières années, c'est ChatGPT, en fait. L'intelligence artificielle existe depuis très longtemps, hein, mais ce n'est pas popularisé. Mais avec quand ChatGPT est venu, C'est lui, qui est ce ChatGPT? ChatGPT, c'est une application développée par OpenAI. Oui, oui. C'est juste pour ça, il y a nos auditeurs. Follonier, qui est voilà, une entreprise associée avec Microsoft, qui avait mis en place, mis au point cette ChatGPT. Parce qu'en fait, il est populaire parce qu'il permet de réagir ou de donner des réponses à toutes sortes de questions, en fait. Si vous l'avez utilisé, vous lui posez n'importe quelle question, il peut vous apporter une réponse. Surtout dans le milieu du travail, c'est aujourd'hui un outil qui peut produire des textes, qui peut vous documenter sur énormément de choses. Donc, pour revenir un peu à votre question, l'intelligence artificielle, c'est ça. On cherche à simuler, à transposer l'humain sur une machine pour lui permettre
maintenant de répondre, de réagir, de travailler, ou bien comme un être humain normal. Lamine Bouch, en tant qu'informaticien, quand on vous parle par exemple de l'intelligence artificielle, quel regard avez-vous par rapport à cette appellation? Ça vous dit quoi? Ouais, la définition. Et donc, je dirais que c'est un programme qu'on a mis en place pour imiter l'être humain. Et donc, des algorithmes de calcul qui sont capables de, une fois insérés ou bien affectés à une machine, à un support informatique, de pouvoir reproduire ce que fait l'humain. Donc, c'est tout simplement ça. Donc, Ouais. y a-t-il peut-être un fonctionnement un peu particulier par rapport à ça, à l'intelligence artificielle? Oui, dans la programmation, quand on prépare une intelligence artificielle, on appelle ce qu'on appelle le machine learning. C'est-à-dire qu'on ne crée pas seulement l'outil, on lui apprend, on lui donne l'apprentissage, comme ce que vous faites à votre enfant, on l'éduque. Vous éduquez votre enfant, vous lui apprenez le monde, vous lui dites telle ou telle chose, c'est pas bon, telle ou telle chose. Donc ici, le processus est assez similaire. Après avoir programmé la machine, on lui donne des quantités énormes, des milliards et des milliards et des milliards d'informations. Peut-être que tout le contenu de l'Internet peut être versé, peut-être donné à une intelligence artificielle pour lui permettre d'apprendre à reconnaître par exemple un chat. On lui donne des quantités d'images d'un chat jusqu'à ce qu'il comprenne que ceci est un chat. Vous avez parlé tout à l'heure de Facebook qui reconnaît les contenus. C'est parce qu'ils utilisent un système d'intelligence artificielle. Quand vous publiez sur Facebook, l'algorithme de Facebook est capable de savoir si ce que vous avez publié, c'est un chat ou bien c'est pas un chat. Pourquoi quand vous publiez peut-être l'image d'une femme nue sur Facebook, Facebook le reconnaît facilement? C'est parce qu'il n'y a pas une personne derrière, une personne humaine derrière qui va dire que supprimer. C'est parce qu'il y a une machine qui va reconnaître que ceci est une femme peut-être nue et nos conditions ne permettent pas, n'acceptent pas de publier la nudité, etc. Donc ça, ce sont des machines qui sont derrière. Comment cette machine-là est arrivée à comprendre que ceci, c'est le corps d'une femme qui n'est pas habillée, etc. Donc ça, c'est parce qu'il y a un apprentissage derrière avant d'arriver là. Donc c'est ça comment ça fonctionne. On lui donne quantité d'informations sur un processus souvent assez long jusqu'à ce qu'il comprenne ceci et cela, ceci et cela. Voilà, ce visage-là, ça c'est un visage d'humain, etc., etc. Donc il y a toute une procédure, tout un processus assez long, ce qu'on appelle le machine learning, ça part de là. Effectivement, merci beaucoup. Lamine Bouch, par rapport à ce fonctionnement de l'intelligence artificielle, comment nous, peut-être lambda, on peut distinguer une intelligence artificielle, son fonctionnement, sa particularité? OK. Voilà, comme on l'a expliqué dans ta définition, hein, l'intelligence artificielle permet de reproduire voilà, ce que l'humain peut faire. Maintenant, un exemple que je peux donner, bon, je travaille, je peux pas, en fait, je dois pas le dire, j'allais dire, puisque c'est un projet qui est en cours, mais je travaille sur un projet qui permet, entre autres, de traduire systématiquement les audios comme WhatsApp, hein. C'est-à-dire, moi, j'utilise la langue française, mon interlocuteur qui est peut-être quelque part dans le monde parle l'anglais, chinois, je ne sais pas. Donc, quand j'active l'outil qui me permet d'enregistrer l'audio, donc de mon côté, c'est la langue française qui va sortir, mais en fait, qui va entrer, j'allais dire. Mais à la sortie, il y aura un algorithme qui va permettre de traduire l'audio français en anglais ou bien traduire ça dans une langue qu'utilise mon interlocuteur. Donc là, la technique utilisée, c'est l'IA, un algorithme qui va être capable de reconnaître une langue pour la traduire en une autre. Voilà, c'est ça un exemple que je peux donner. Et ça peut être même une machine. Par exemple, à Singapour, ils sont en avance sur l'IA, très en avance, même les feux rouges sont contrôlés par l'IA, entre autres. Et donc, on peut même voir les robots capables d'interagir avec l'humain, donc
qui sont programmés pour donner des contraventions, des trucs du genre, tu vois, et même, voilà, à travers lesquels on peut faire des requêtes. Ça peut être pour manger, ça peut être pour commander, entre autres. Donc, c'est un exemple pour expliquer un peu ce que peut être l'IA. Donc, voilà. Pour ajouter un peu, l'exemple de Mbot me rappelle un autre que j'ai personnellement vécu. C'est-à-dire qu'on était dans un grand événement international ici à Dakar avec plusieurs nationalités. C'était le forum de l'économie sociale et solidaire. On avait reçu beaucoup d'Asiatiques. Et puis moi, je faisais partie des organisateurs. Et à un moment donné, je voulais discuter avec une dame qui venait, je pense que de la Corée, de cette zone-là. Et puis, il ne parlait ni anglais ni français. Mais quand je l'ai interpellée, tout de suite, elle a eu le réflexe de sortir son téléphone, d'ouvrir une application et de me dire ce que je voulais dire. Quand j'ai dit en français, j'ai parlé en français, elle a regardé, elle a aussi regardé, elle a parlé sur le smartphone et elle m'a montré. Ça a été traduit en anglais, j'ai compris. Donc, tout ça, ce sont des applications de l'intelligence artificielle. Pour vous dire que ces outils-là, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, au cœur de nos vies. Certainement, vous voyez aujourd'hui que des voitures sont conduites sans chauffeur, des gens chauffeurs qui peuvent conduire et vous voyez tous les jours des applications de cette nature-là. Abdoulaye Niasse, vous qui êtes docteur en sciences de l'information et de la communication, quand peut-être, est-ce qu'il y a peut-être une nouveauté au niveau du traitement de l'information avec l'avènement de l'intelligence artificielle? Peut-être nous allons rester dans notre domaine un petit peu. Merci beaucoup. Vous avez dit docteur, et juste une prière. Le doctorat en sciences de l'information et de la communication, c'est un souhait, je dis Amin. Oui, effectivement, de plus en plus, on parle de l'intelligence artificielle dans le domaine des médias. Dernier, on a même fait un petit séminaire. Voilà, récemment, la semaine dernière, vous en parlez, il y a eu une formation pour préparer les journalistes voilà, sur les applications de l'intelligence artificielle. Mais bon, d'après les retours que j'ai eus, la formation, ça portait sur comment communiquer avec une intelligence artificielle. Parce que si vous avez l'habitude d'utiliser ChatGPT, par exemple, vous avez ce qu'on appelle les prompts. Les prompts, ce sont les questions que vous lui posez pour qu'il vous apporte des réponses. C'est-à-dire qu'on ne communique pas n'importe comment. Il y a une façon de communiquer avec une intelligence artificielle si vous voulez avoir des réponses appropriées auxquelles vous attendez, en fait. Donc, je pense que la formation apporte cela. Maintenant, dans le domaine des médias, aujourd'hui, peut-être pour la rédaction de textes, il n'est pas souhaité que les gens se substituent. Mais l'intelligence artificielle, dans le travail journalistique, par exemple, si on fait de la radio, il y a aujourd'hui le traitement du son, etc., qui est amélioré, optimisé. Aujourd'hui, vous avez vu que des présentateurs, comme l'exemple de la traduction, en fait, vous avez une masse de données, vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle. Quand les rapports sortent, par exemple, vous pouvez vous servir d'eux pour gagner du temps. Vous n'avez pas à éplucher des rapports très volumineux. Vous pouvez avoir... Bon, même si les pratiques sont très rares, hein, moi, d'après mes observations, je n'ai pas encore constaté un usage... On peut dire que les médias sénégalais traînent un peu les pieds. Traînent un peu les pieds parce que, il y a énormément de données numériques qui pourraient être traitées via l'intelligence. Comme par exemple, quand les structures sortent le rapport, vous pouvez faire l'analyse via l'intelligence artificielle. La traduction aussi, c'est aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes dans une conférence, vous êtes dans une manifestation, vous ne parlez pas la langue. Vous avez la possibilité d'utiliser l'intelligence artificielle pour comprendre ce que l'on dit. Pour traiter votre traitement d'image aussi, il y a énormément aujourd'hui traitement d'image, présentateur. Vous voyez j'ai vu une application qui a permis à une présentatrice du journal TV d'être en train de parler en anglais, alors qu'il a fait son journal en français. En français. Je pense que c'était une vidéo qui a beaucoup circulé, une présentatrice de la RTS qui s'exprime en anglais, alors qu'en réalité, il a fait son JT en français. Donc, cela peut permettre de toucher un public beaucoup plus
beaucoup plus large. Il y a énormément d'applications. Il faut que les journalistes aussi essayent de voir, mais pas en laissant la machine ou l'intelligence se substituer complètement au travail journalistique. Parce que le travail journalistique, c'est quand même rigoureux. Il y a de la vérification, l'écriture, l'authenticité. Il y a une enquête réalisée aux États-Unis sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les médias. Et l'enquête a porté aussi sur les lecteurs. Et quand on a interrogé les lecteurs, ils ont dit qu'eux, ils préfèrent lire des textes rédigés par des êtres humains que par l'intelligence artificielle. Les intelligences, vous pouvez écrire tout votre journal à partir d'une application d'intelligence artificielle. Mais est-ce que ça, c'est authentique? Il y a des questions éthiques en fait qui se posent autour de l'usage de la facilité artificielle. Pour faciliter. Lamine Mbodj, par rapport à ça, quel apport peut-être pourrait avoir l'intelligence artificielle dans notre secteur, c'est-à-dire les médias? Les médias. Voilà, c'est plutôt l'automatisation des tâches, hein. C'est-à-dire ce qu'on fait tout le temps d'une manière répétitive. On peut vraiment développer l'IA pour qu'on puisse avoir vraiment un contenu qui permette de diffuser sans pour autant répéter les tâches. Et donc, ça peut aider dans ce cas-là. Encore que, voilà, dans vos reportages même, on peut trouver des solutions pour vraiment gagner du temps. Et donc, au lieu d'aller en reportage et de venir monter vos éléments, on peut développer une application AI qui permet sur place déjà, en faisant votre reportage, de faire automatiquement le montage et puis l'envoyer pour que ça passe, hein. Bon, tout ça, c'est... Non, l'IA est là pour régler ces problèmes. Et avec ces avantages que vous venez de souligner, et selon vous, pourquoi les médias sénégalais traitent toujours? Pour moi, c'est une question de culture. Et on a l'habitude, nous, Africains, quand on n'est pas trop concerné par la modernité, quand on n'a pas cette faculté d'aller à l'innovation, d'aller vers la modernité, on traîne. On traîne les pas. Il y a peut-être l'Afrique du Sud qui peut-être suit, mais il est rare de trouver un pays africain qui est au niveau des pays qui sont vraiment en avance concernant la technologie ou bien même l'IA. Et donc, pour moi, c'est une question de culture qui fait que, voilà, nous, Africains, on traîne les pieds, on a du mal à suivre. Donc, voilà. Et même l'infrastructure, hein, ça aussi, il faut le dire, hein. Il faut régler le problème de l'infrastructure technologique, c'est-à-dire les supports à travers lesquels passent les bandes passantes. Il faut qu'on ait des bandes passantes qui sont vraiment importantes. Côté énergie aussi, l'énergie électrique, on connaît les coupures tout le temps, hein. Ça, le problème, il faut le régler pour pouvoir aller vers ces technologies. Parce que ça demande des préalables, si je comprends. Des préalables, voilà. Et donc, je vais vous donner un exemple, hein. Quand on développait le cloud, c'est quelque chose, une plateforme qui permet d'héberger des données. Ça peut être des données de l'entreprise Sud FM, par exemple. Et au niveau utilisateur, si quelqu'un veut travailler, il va se connecter sur l'interface pour avoir accès à ces données-là, aux données de l'entreprise pour pouvoir travailler. Or, si il n'y a pas une bande passante qui est importante, qui permet à utiliser cette plateforme, le service ne sera pas disponible. Et même que aussi, s'il n'y a pas d'énergie électrique, on ne peut pas utiliser le dispositif qui permet de se connecter et même manipuler ces données. Donc, comme vous dites, c'est des préalables qu'il faut régler pour pouvoir vraiment aller vers ces innovations. Et je me rappelle même, comme moi, je suis dans le monde de l'entrepreneuriat, dans le côté digital aussi, j'ai rencontré des entrepreneurs qui proposaient des solutions
qu'on n'a pas encore développé en Afrique. Et il y a quelqu'un qui l'a, même le ministre a parlé de ça, le nouveau ministre de la Communication, hein. Il disait que, voilà, il disait que, voilà, est-ce que ça sert à quelque chose de proposer une technologie Qui n'est pas adapté. voilà, qui n'est pas adaptée à notre réalité, quoi, parce qu'il y a des préalables, entre autres. Donc, voilà, c'est ça un peu. Donc, si je comprends bien, ça reste encore pour qu'on puisse vraiment se lancer dans cet monde de l'intelligence artificielle. Oui, mais généralement, bon, les médias sénégalais, généralement, sont conservateurs. On veut conserver on est tous habitués, préfère s'accrocher à des anciens modèles plutôt que d'intégrer les nouvelles innovations qui sont en train d'être mises en place, hein. Il y a certains, peut-être, on parle de la disparition du papier, mais si vous regardez aujourd'hui au Sénégal jusqu'à présent, mais bon, on a quand même dans une entreprise de presse qui a fait exception, hein, parce que je rappelle que Sud est le premier groupe de presse qui a créé un site web d'information dans les années, à la fin des années 90, 1997. 1987, Sud a créé le premier site web d'information. Maintenant, est-ce que ceux qui devaient suivre a suivi, etc. Donc, est-ce que c'est pas aussi, on s'accroche pas trop aux anciens modèles, au papier, à la radio, etc. Est-ce que la digitalisation... Peut-être c'est à l'image du peuple, des auditeurs, entre autres. Oui, mais les pauvres, les éditeurs sont parfois en avance, hein, sur bien des entreprises médiatiques. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que la façon dont on consomme, dont on consommait l'information a totalement... Il y a des mutations, quoi, complètement révolutionnaires, quoi, aujourd'hui. Les gens s'informent via les smartphones. Mais est-ce que les médias suivent maintenant ce modèle-là, ce système d'information? C'est pas très sûr. Donc, merci beaucoup. Après avoir fait le tour des différentes thématiques de l'innovation au numérique en passant par la digitalisation et l'intelligence artificielle, nous voilà arrivés au bout et au terme de cette émission. Le premier numéro qui vient de se dérouler que j'ai l'honneur et l'immense plaisir de vous présenter et co-animé avec Lamine Bouch du service de l'informatique de la radio Sud FM et Abdoulaye Niass. Je rappelle que vous êtes journaliste de profession et doctorant en sciences de l'information et de la communication. Votre dernier mot? Bon, je vous remercie et vous encourage et je souhaite aussi plein succès à cette émission. Je pense que ça va être une émission très importante qui surtout répond à un besoin parce que toutes les questions sur lesquelles nous avons discuté aujourd'hui sont assez pertinentes et actuelles. Et je pense que c'est une demande, hein, des usagers des médias parce que ce sont des usagers, comme nous l'avons évoqué, mais qui peut-être ignorent certaines choses. Donc c'est une émission qui doit venir pour ensuite lever le voile et puis conscientiser, parler un peu de ce monde numérique-là, hein, qui est assez virtuel, mais qui est au cœur de nos vies aujourd'hui. Donc, je souhaite plein succès à cette émission et nul doute que cette émission sera un grand succès, Inch'Allah. Merci beaucoup, Abdoulaye Niass. Lamine Mbouch, votre dernier mot? Oui, un plaisir de partager le plateau avec M. Niass, qui vraiment a répondu d'une manière pertinente aux questions. Donc aujourd'hui, moi-même, je l'ai épaulé en tant que on m'a posé des questions et d'une voilà, vraiment n'est même pas à ces questions-là. Pour moi, j'étais là. Non, vous étiez d'une pertinence remarquable quand même. Voilà, donc on prie pour que ça puisse aller de l'avant. Et donc voilà, merci aussi à notre technicien, Pape Abdoulaye Dieye. réalisateur, Pape Abdoulaye Dieye. Ok, mesdames, messieurs, merci beaucoup. Merci, chers auditeurs et auditrices. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours pour un autre numéro sur la radio Sud FM.